Quelle trajectoire pour les marchés d'actions en 2026, que ce soit d'ailleurs à Wall Street ou en Europe? Réponse avec vous, Patrick Artus. Bonjour Patrick. Bonjour David. Conseiller économique d'OSIAB. Déjà, qui a gagné le match en 2025 entre les deux côtés de l'Atlantique, sachant que l'année finalement elle a été bonne à peu près partout, très positive, quasiment à 2 chiffres, si on ne prend pas en compte les effets de change. C'est match nul, parce que si on regarde le S&P ou l'Eurostoxx, c'est plus de 16, à peu près 16% depuis le début de l'année. Le Nasdaq, c'est plus 22, mais enfin le Nasdaq... Et donc, c'est match nul. C'est match nul. La question, c'est est-ce que ce match nul va se prolonger en 2026 ou est-ce qu'il y a un des deux joueurs qui va dominer l'autre? Exactement. Juste, je repense sur 2025, pour l'investisseur qui a misé... l'investisseur en dollars qui a misé sur la bourse européenne, ça a été une très belle année, ça, pour le coup. Oui. Dans l'autre sens. Oui. Mais oui, mais enfin, grâce au dollar. Grâce au dollar. Enfin, le dollar était tombé un peu bas juste avant l'arrivée de Trump. Hein. On était à 1,02, 1,03. Aujourd'hui, on était à 1,17. Donc, on a 15% d'appréciation de l'euro par rapport au dollar. Sur 2026, qui pourrait l'emporter entre Wall Street et les bourses européennes? Je disais que les stratégistes d'investissement de Goldman Sachs estiment que les valorisations sont élevées, mais pas encore au niveau d'une bulle aux États-Unis. Eh bien, moi, je ne suis pas d'accord. La valorisation des bourses européennes n'est pas forte. Et si on regarde le consensus sur les bénéfices par action, hein, les EPS, le consensus sur l'Europe est négatif cette année. Il y aura une baisse des bénéfices par action de -2, -3. Ce qui est dû au fait que les marges bénéficiaires des entreprises se sont réduites pendant toute l'année 2025. Et le consensus sur les bénéfices de 2026, c'est plus 10%. Et donc je crois que c'est trop optimiste parce qu'il n'y aura pas beaucoup de croissance en Europe. L'industrie européenne va mal, la concurrence des produits chinois mange l'industrie, la tech européenne ne se développe pas. Donc il y aura une croissance européenne autour de 1% en 2026, c'est-à-dire un petit peu moins que en 2025. Et il n'y aura pas... Et donc je pense que les bénéfices par action seront révisés à la baisse. Donc il n'y aura pas d'explosion des bénéfices. Bon, mais alors on peut quand même si c'est que 5%, avec des taux d'intérêt à long terme qui ne vont pas beaucoup bouger, on peut penser que le marché action va monter un peu en Europe, quoi. Alors, aux États-Unis, les opinions vont dans tous les sens, mais moi, je pense qu'il y a une bulle. Alors, quand il y a une bulle, elle peut gonfler encore, la bulle. Hein. Oui, mais enfin, bon. Alors, moi, à nouveau, j'utilise la méthodologie de Robert Shiller, hein, le CAPE de Shiller, qui est le PER rapporté au PER des 10 années précédentes. Alors, dans la technologie du CAPE, on le fait par secteur, hein, et on identifie des secteurs trop chers et des secteurs pas assez chers par rapport à leur passé. Donc, si on fait le CAPE global... En août 1929, il était à 31,5. En août 2020, il était à 42,9. Et en décembre 2025, il était à 40,3. Donc le marché américain, globalement... Et en 1999 c'était le pic, c'était août 2000 du CAPE. Voilà, à 2020. Août 2000. J'ai dit 2020. Août 2000, c'est 42,9. Donc le marché américain, il est presque aussi cher. Et on est à combien aujourd'hui 40,3. Ah oui, on est au plus haut. Alors le marché américain, parle de la crise de 29. Il est presque aussi cher qu'en 2000 et il est plus cher qu'en 1929. Quoi. On a eu la crise de 29, on a eu la crise des la crise de 29, la crise de 2000, donc il y aura la crise de 2026, donc, qui sera causée par des déceptions sur les résultats des boîtes de l'IA, sur la réalisation que les entreprises qui développent des modèles de LLM, de langage globaux sur l'IA ont des besoins d'investissement extraordinaires et ont besoin d'une électricité absolument monstrueuse. Donc il y aura une correction de marché. Donc vous faites le pari d'une correction à Wall Street. Alors qui portera sur l'IA. Mais l'IA, c'est presque 40%, enfin la tech, c'est presque 40% du marché aux États-Unis. Et en plus, il faut voir que Google et Facebook ne sont pas sur la tech, ils sont dans les services de télécom. Donc ils sont pas rangés dans le secteur tech, ils sont rangés dans le secteur des services de télécom. Donc il y a vraiment la moitié du marché américain qui est lié à l'avenir de l'IA, et donc on peut être assez... Alors un autre argument, c'est que le marché américain, il marche au crédit.
Alors c'est très intéressant de regarder ce qu'on appelle aux États-Unis le margin credit, c'est-à-dire le crédit qu'on emprunte pour acheter des actions. Ah mais ça paraît martien, vu de France, c'est possible ça ? Le margin credit, c'est très développé aux États-Unis. Alors le margin credit, alors les gens empruntent pour acheter investir. des actions. Ouais. Wow. Et alors quand le marché baisse, ils déposent des marges. Hein, donc d'où l'appel de marge, quoi. Ouais. Alors au pic du margin credit en septembre 2000, il y avait 270 milliards de dollars de margin credit. Il y en a combien aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, on est à 1184 milliards de dollars, donc c'est 5 fois plus. Et sur l'année, on a pris, alors on n'a pas encore les chiffres de décembre, de novembre, sur l'année, on a pris 250 milliards de dollars de margin credit de plus. Donc les Américains, c'est des gens qui achètent des actions en s'endettant. Donc c'est des particuliers, hein, c'est pas des investisseurs institutionnels qui sont plus prudents, c'est des particuliers américains qui achètent des actions en s'endettant jusqu'aux yeux. Jusqu'à présent, c'était. Jusqu'à présent, ça marche, il n'y a pas d'appel de marge, et alors ils ne pourront pas déposer les appels de marge, donc ils vont faire faillite si le marché corrige. Donc la correction. Qui prend la paume alors dans ces cas-là ? La paume, ils font faillite personnelle, donc c'est le prêteur, quoi. Et qui prête dans ces cas-là ? Ce sont des banques Les banques, c'est des banques de détail, quoi. Et donc c'est un marché quand même extrêmement dangereux. Il y a toutes les composantes du marché dangereux. Marché extrêmement cher, sur un pari technologique qui peut rater et alimenté par du crédit à marge. Ou qui peut réussir. Oui, mais enfin, je veux dire, la probabilité de correction... On sent bien qu'on vit comme une révolution sur l'IA. Oui, mais c'est une révolution pour les utilisateurs d'IA. Le problème, j'ai pas de doute que sur les cabinets d'avocats, les boîtes de conseil, les boîtes de programmation informatique, les développeurs, les labos pharmaceutiques, etc. Un doute pour qui alors ? Qui vont profiter de l'IA pour avoir. Mais j'ai un doute sur la possibilité de rentabiliser les énormes investissements qui sont nécessaires pour développer. Et c'est pas l'IA spécialisée. Si vous avez de l'IA spécialisée pour les juristes, c'est des petites boîtes. C'est OpenAI, c'est Google, c'est Anthropic, c'est les large language models, c'est les LLM. Ouais. Et ça demande des investissements absolument colossaux. Il y a des estimations que jusque d'ici 2030, il y aura besoin de 15 000 milliards de dollars d'investissement dans les data centers. Qui pourraient ne pas être rentabilisés ou si rentables que ça. Je pense qu'il y aura une dilution de ces boîtes. C'est tellement capitalistique le besoin d'IA que le développement de l'IA, que ces boîtes n'arriveront pas à conserver la rentabilité actuelle de leur capital. Et donc il y aura peut-être pas de faillite des grands acteurs de l'IA, certainement pas Google, etc. Mais il y aura une déception sur le rendement du capital. Et pourquoi la déception serait en 2026 ? Pourquoi elle ne serait pas en 27, en 28 ? Ah oui, mais alors ça peut arriver n'importe quand, parce que l'explosion des bulles, c'est impossible mais ça pourrait commencer en 2026. Le niveau de valorisation, si on croit Robert Shiller, le niveau de valorisation est au niveau à nouveau des 1929 de 29 et 1999 et de l'an 2000. De début de 2000. Et donc c'est le marché déjà extraordinairement cher. Avec des appels de marge, des margin credit qui sont aussi... Et avec du margin credit qui battent tous les records. Qui fonctionne très bien tant que ça monte, quand ça se retourne. Quand ça se retourne, c'est épouvantable. Il faut remettre au pot. C'est épouvantable, les gens font faillite. Donc, dans le match Wall Street, Bourse européenne... je pense que... après le match les investisseurs professionnels, institutionnels, ont commencé à s'alléger sur la tech américaine et à revenir, pas tellement sur l'Europe, à revenir sur le Japon, sur les marchés émergents, actions, etc. Le Japon, une performance boursière, et qui est motivé. Le Japon, c'est de l'industrie, c'est des robots, c'est des semi-conducteurs, enfin, c'est de l'industrie de pointe. C'est pas du développement de tech. Hein. Ouais. Et donc, moi, je pense que ça fait du sens d'avoir une approche de marché européen qui n'attend pas de miracle, mais qui n'attend pas de crise profonde, d'attendre une crise sur le marché de la tech américaine et de se reporter sur des marchés
par exemple, le marché action du Japon, par exemple, qui a des garanties de solidité et des garanties d'avoir un soubassement dans l'économie réelle du Japon. Allez, merci beaucoup. Point de vue signé Patrick Artus, conseiller économique d'OSIA. Merci Patrick. Merci David.